La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2019. Cet après-midi, l'Assemblée a commencé d'entendre les orateurs inscrits dans la discussion générale. Nous la poursuivons avec Madame de Montchalin pour La République en marche. Madame la députée, vous avez la parole pour 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le ministre, mes chers collègues, Marcel Proust disait qu'il était souhaitable de substituer à l'opacité des sons la transparence des idées. Alors que nous entrons dans des débats budgétaires où les chiffres peuvent vite occulter le sens de l'action, il est plus que jamais nécessaire d'être transparent sur nos idées. La clarté du projet et des choix politiques qu'il porte mérite en effet mieux de nos oppositions que les contre-vérités, les approximations et les chefs-d'œuvre de techniques parlementaires mobilisés pour en brouiller, rallonger et alourdir l'examen. Qui ne souhaite pas ici un débat lisible par les Français où s'opposeraient des projets plutôt que des batailles de chiffres, où chacun aurait enfin le courage de sortir des postures et de jouer carte sur table? Sans dogmatisme, nous avons fait un choix politique. Réparer la France par l'emploi et l'investissement pour que le travail paye, pour que la France exporte, innove, reste un pays prospère et finance son modèle social. Si nos oppositions avaient présenté des projets alternatifs, c'est de leur confrontation avec les résultats tangibles de cette politique dont j'aurais parlé. Pour en citer quelques-uns, un taux d'emploi record, un investissement des entreprises au plus haut et des PME qui retrouvent massivement des financements de long terme. Mais devant l'offensive partielle et souvent de la mauvaise foi qui anime cet hémicycle, je me dois de faire, au nom de notre majorité et devant les Français, une opération transparence absolument nécessaire à la clarté de nos débats. Lorsque nous entendons que nous présenterions un budget anti-pouvoir d'achat, nous répondons que ce budget, c'est 3,5 milliards de pouvoir d'achat en plus grâce à une baisse de 6 milliards d'impôts. Du jamais vu, alors qu'on a longtemps financé du pouvoir d'achat artificiel par de la dette et des impôts, puisqu'on reprenait aux Français d'une main ce qu'on leur avait donné de l'autre. Notre responsabilité, c'est de rappeler que l'emploi, et seul l'emploi, est la vraie source du pouvoir d'achat. Ainsi, quand nous investissons massivement dans ce budget pour la formation professionnelle et pour les compétences, nous investissons dans un travail qui paye mieux, nous investissons dans le pouvoir d'achat des Français. À ce titre, j'aimerais revenir sur deux thématiques chères à nos oppositions, la cigarette et la hausse du prix des carburants. Sur la première, nous assumons totalement une fiscalité comportementale qui a permis de réduire déjà d'1 million le nombre de fumeurs, alors que le tabac tue 73 000 personnes par an. Sur la seconde, nous rejetons avec force autant le populisme que l'inconscience écologique. Je souhaite rappeler d'abord que la hausse du prix du carburant est due pour les 2/3 à celle du prix du baril sur les marchés internationaux et pour 1/3, effectivement, à la trajectoire carbone appelée unanimement par les signataires de l'accord de Paris sur le climat pour enclencher une transition énergétique urgente. Non pas du racket, un investissement sur l'avenir. Nous assumons cette politique et nous voyons le succès de la prime à la conversion des véhicules, votée l'an dernier, qui a permis à déjà 250 000 ménages d'acheter un véhicule propre, plus propre, dont 70% de ménages non imposables. Nous remarquons également que 4 millions de ménages sont aujourd'hui bénéficiaires du chèque énergie que nous avons créé pour couvrir les dépenses de première nécessité énergétique. C'est une aide directe aux ménages, bien plus efficace que les tarifs réglementés qu'il a remplacés. Lorsque nous entendons par ailleurs que nous opposerions les Français les uns aux autres dans ce budget, nous répondons avec beaucoup de fermeté que chacun trouve son compte dans un budget du travail, dans un budget qui finance tous les territoires. Puisque des entreprises qui créent de l'emploi durable en France, c'est le meilleur garantie du retour de la croissance et du maintien de notre système de protection sociale. Des emplois dans nos entreprises, c'est la meilleure garantie de pouvoir investir suffisamment dans ce qui profite à tous. 400 millions dans notre système de santé, 1,7 milliard dans nos armées, 700 millions pour la police et la justice. C'est aussi la garantie d'un vrai soutien à la ruralité et aux territoires éloignés des grandes métropoles, puisque nous soutenons 1,6 milliard d'investissements publics locaux et d'équipement des territoires.
Nous finançons l'embauche de 400 médecins salariés pour couvrir les zones médicales désertifiées. Nous finançons la création d'une véritable épargne de précaution pour nos agriculteurs. Nous finançons et surtout nous portons une modernisation des outils au développement économique des Outre-mer. Tout cela, nous ne le finançons pas sur de la dette, nous le finançons grâce au travail et grâce à un soutien fervent à l'activité économique. Je voudrais par ailleurs le réaffirmer avec force. Nous ne jouons pas les actifs contre les retraités et nous ne faisons les poches de personne. Les retraités ont besoin d'actifs au travail pour payer leur retraite. Sinon, elles sont financées par de la dette. Et la dette, tout le monde y perd. Ce sont nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants qui auront à trouver des solutions que nous-mêmes aujourd'hui avons bien du mal à financer. Dès la campagne présidentielle, nous avons toujours été extrêmement clairs sur l'effort que nous demandions aux retraités percevant plus de 2 500 € de revenus mensuels. C'est un effort de redistribution et de solidarité assumé. La mauvaise foi de la précédente majorité n'a toutefois pas de limite pour manipuler nos aînés. Rappelons que la majorité précédente a augmenté les pensions de retraite en début de mandat, plus 2,1% en 2012 et 1,3% en 2013, mais à l'époque, au prix d'une hausse de 5 points de dette. Mais après ces débuts en fanfare, 0% de hausse. Nous augmentons sensiblement le minimum vieillesse, et plus graduellement et régulièrement, les pensions de retraite depuis 2017, au rythme de la hausse de l'activité, au rythme de ce que notre pays finance pour l'emploi à partir du travail. Plus 0,8% en 2017, plus 0,3% en 2019, plus 0,3% en 2020. J'ajoute également que 40% des retraités ne sont pas concernés par la hausse de la CSG et que plus de la moitié des autres s'y retrouvent dès cette année grâce à la baisse de la taxe d'habitation et encore davantage en 2019 avec la deuxième tranche de la baisse de la TH. Pour les retraités, nous faisons le choix politique d'investir dans les vraies questions de qualité de vie qui les concernent, en particulier la santé, notamment le reste à charge zéro mis en place dès 2019 et qui sera total en 2021 pour l'optique, le dentaire et l'audition. Nous mettons 400 millions d'investissements pour une prise en charge optimale de leur santé de proximité. Nous mettons 2 milliards d'euros pour les retraités modestes pour qu'ils puissent avoir accès à des services à la personne à domicile, bénéfice qui était uniquement réservé auparavant aux ménages les plus aisés, puisque c'était une réduction d'impôt pour les retraités. Nous investissons également dans la prise en charge de la dépendance de leurs parents, en consacrant 125 millions pour les EHPAD et en ouvrant un grand chantier de prise en charge de la perte d'autonomie. Enfin, nous ne pouvons pas laisser entendre que nous ne maîtriserions pas la dépense publique. C'est un engagement fort que nous avons pris ici, en votant tous, en tout cas tous ceux qui l'ont voté, la loi de programmation des finances publiques. Nous l'avons votée devant les Français, nous l'avons votée devant les partenaires européens. Nous ne sommes pas des coupeurs de coûts obsédés par la culture du chiffre et nous l'assumons. Un budget enfin sincère, des politiques publiques plus efficaces, ce sont les meilleurs plans d'économie. Notre cap pour la dépense publique, ce sont nos réformes, pas la politique du rabot, pas la RGPP qui a appauvri nos services publics sans les rendre plus efficaces. Lorsque nous réformons les hôpitaux pour plus de prévention, lorsque nous réformons la justice pour qu'elle aille plus vite, lorsque nous simplifions le recouvrement de l'impôt, lorsque nous repensons un service public audiovisuel de qualité, lorsque nous repensons les services de l'État déconcentrés, proches des citoyens, nous réformons la dépense publique. Et l'exigence de notre majorité sera très forte vis-à-vis du gouvernement pour que cette dynamique se poursuive dans la seconde partie de ce projet de loi de finances. Et les députés, rapporteurs spéciaux de la Commission des finances, y ont mis toute leur énergie, au cours notamment du printemps de l'évaluation, pour renforcer cette dynamique. Notre crédibilité collective n'est pas une question de mots, c'est avant tout une question de résultats. 2017, 2018, 2019, ce sont en effet 3 années successives avec moins de 3% de déficit, ce qui n'est pas arrivé depuis l'an 2000. Ce sont 3 années successives avec une dépense publique qui croît de moins de 1% par an en volume, ce qui n'est juste jamais arrivé. Ce sont 3 années successives au-dessus de 1,5% de croissance, ce qui n'est pas non plus arrivé depuis une décennie. Alors, pour revenir à Marcel Proust, c'est vrai qu'il n'y a pas de réussite facile. Voici ici les résultats qui sont le fruit des efforts que nous déployons. Voici ici, en effet,
le résultat des efforts que nous déployons depuis le début de notre mandat. Et vous pouvez compter sur nos efforts avec la liaison dans ces débats pour continuer. Ces débats ne seront pas celui du temps perdu, mais d'une maîtrise retrouvée de nos dépenses publiques. Je vous remercie.